Cette vidéo comporte des spoilers sur le film Twister, donc c'est mieux si vous l'avez vu avant. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, je vous aurais prévenu. Who are they? Tyler Owens calls himself a tornado wrangler. If you feel it. À l'occasion de la sortie de Twisters au cinéma le 17 juillet, je me suis dit que ce serait pas mal de se laisser emporter vers les souvenirs du film original, le bon vieux Twister sans S, qui mettait pourtant déjà en scène un paquet de tornades. Un blockbuster incontournable des années 90, dans lequel les pick-up étaient déjà rouges et les ciels très verts. Et qui voyait s'affronter bons chasseurs et mauvais chasseurs sur les routes chaotiques de la Tornado Alley. Avec au programme des effets spéciaux de pointe réalisés par les studios de George Lucas. Un film qui, après plus de 25 ans, n'a pourtant pas pris une ride. Bon ok, il a peut-être pris une ride ou deux, mais malgré tout c'est un film qui a vraiment bercé mon enfance et qui a peut-être déjà planté une petite graine dans mon esprit quant au fait de me lancer sur les routes et d'aller chasser les tornades. Et même si à 10 ans devant la télé j'étais à des années-lumière de m'imaginer que je pourrais un jour aussi chasser les tornades pour de vrai, je n'ai pas été le seul inspiré, puisque juste après la sortie du film dans les salles en 96, les diplômés de météorologie ont augmenté de 47% aux États-Unis. C'est dire l'impact de Twister sur toute une génération. Même si on s'intéresse pas vraiment aux orages et aux tornades, je pense que la plupart des gens ont vu ce film. C'est l'une des choses qui vient en premier quand je dis à quelqu'un que je suis chasseur d'orage. Si le film est resté dans les mémoires, ce n'est probablement pas pour son scénario ou la profondeur des dialogues. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on demande à un film catastrophe. Et de toute façon, je suis pas youtubeur ciné, donc j'avais envie de poser sur ce film un simple regard de chasseur de tornades, maintenant que je fais partie de la communauté. À quel point Twister est-il crédible sur notre façon de poursuivre les supercellules? Est-ce que la science du film est inspirée de vraies recherches? Et est-ce qu'on peut vraiment prévoir les tornades avec un peu de sable? Ça fait plus de 10 ans que je foule les terres de la Tornado Alley, comme l'ont fait Bill et Joe avant moi. Alors je me devais d'en profiter pour rendre hommage à mon film d'enfance en faisant un pèlerinage sur ces lieux de tournage. Et ainsi, suivre le sillage de Twister. Avec Mathieu, on est parti dans la Tornado Alley en 2022 pour vivre notre passion. Il y a une tornade là. Ah ouais, il y a une tornade, c'est sûr. Mais aussi dans le but de tourner un documentaire sur les habitants des Grandes Plaines. Pas tout à fait les mêmes motivations que Bill et Joe, les deux héros du film, dévoués à la recherche scientifique. If we can get this new information, we can increase warning time to 15 minutes. Give people a chance to get to safety. Mais tout comme je m'efforce de mettre en avant nos tourments psychologiques à l'approche des orages, Twister s'attache à mettre en lumière, avant les tornades, des chasseurs de tornades. Des gens quoi. Dusty, why don't you explain to Melissa why you are the way you are? Come on. La séquence d'ouverture du film nous plonge dans le passé de Jo Harding, la future météorologue qui a envie d'en découdre avec les éléments. Alors qu'elle n'est qu'une enfant, la maison familiale se retrouve sur la trajectoire d'une violente tornade, en plein milieu de la nuit. Et bien que tout le monde court se réfugier dans l'abri souterrain, Jo va voir son père disparaître tragiquement sous ses yeux. Cet événement traumatique aura certainement tracé la destinée de Jo, lui donnant toute sa hargne revancharde. Mais est-ce que ça veut dire que tous les vrais chasseurs ont perdu un membre de leur famille dans une tornade? Alors je vous rassure, la grosse majorité des chasseurs d'orage n'ont pas vécu un traumatisme énorme comme ça dans leur enfance qui les a poussés à se jeter sur les routes. Mon père va très bien d'ailleurs, un coucou papa. Mais il est vrai que chez la plupart des passionnés, l'origine remonte à un événement orageux intense, voire destructeur. Je vous parlais du mien dans la vidéo de rétrospective de mes 15 ans de chasse. Il est encore trop tôt pour évaluer précisément l'ampleur des dégâts occasionnés par ce terrible orage dans le Maine-et-Loire. Donc là-dessus, même si c'est pas très original pour justifier les motivations d'un perso principal, on peut dire que Twister vise assez juste. Killing yourself won't bring your dad back. Par contre, là où le film se démarque, c'est que Jo, c'est une fille. Un personnage principal féminin. Et ça, dans les années 90, c'est pas si banal. Moins étonnant quand on sait que Spielberg était à la production du film, quelques années après un Jurassic Park où Laura Dern imposait son expertise. Ouais, ok, là j'ai pas pris le meilleur exemple. Nous voici sur le lieu de rencontre des personnages de Twister. On est au début du film, clairement. C'est là, dans ce champ derrière moi, que
que sont installés pour l'instant tous les chasseurs de tornades. Ils sont en train de préparer leur matos. This thing is useless. Et cette barrière verte, on la reconnaît très bien. Il y a un plan dans le film où on voit le pick-up de Bill arriver. On est sûr qu'on est au bon endroit. Bill, pour le coup, c'est vraiment un bon stéréotype du film catastrophe. L'ancien baroudeur qui a raccroché les crampons de la chasse, mais qui est forcé de revenir voir son ex-femme pour signer les papiers du divorce. Here you go. Quelque chose me dit que ces retrouvailles tornadiques vont raviver la flamme. Mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est qu'un ancien chasseur ait décidé de tout stopper. Parce que quand on a cette passion, normalement, c'est pour la vie. Autant dire que le choc est violent pour Melissa, la nouvelle femme de Bill, qui découvre un univers un peu particulier. En dehors du personnage excentrique de Dusty, l'équipe est constituée de tout un tas de chasseurs dont on ne connaît pas précisément le rôle. On comprend que ça bricole des outils scientifiques comme ce radar Doppler qui permettra de voir sur l'écran les supercellules. Ça parle aussi navigation et caméra pour justifier la place de chacun, mais on ne saura jamais vraiment qui paye les salaires de cette petite bande de hippies acquis à la cause de Dorothy, le fameux baril qui doit relâcher au sein de la tornade des centaines de mini-sondes. I can't believe you actually did it. Well, we did it. Alors que dans la réalité, quand on se penche sur les programmes d'envergure financés par le gouvernement à l'époque, comme le projet Vortex entre 94 et 95, on voit que des dizaines de véhicules furent déployés sur le terrain pour quadriller l'environnement atmosphérique des orages. Comparé à la petite troupe de Joe, une organisation bien plus militaire la plupart du temps. À part peut-être pour une équipe un peu spéciale. Dans les années 80, le groupe du laboratoire de technologie environnementale mené par Howard Bluestein parcourt lui aussi les routes avec des bagnoles rincées par le temps. Leur ambition est déjà de comprendre au mieux les conditions qui mènent à la formation des tornades, en les documentant aussi bien via la caméra qu'à l'aide d'outils scientifiques. Tout ceci a constitué une inspiration évidente pour les scénaristes de Twister, et pas qu'en ce qui concerne les personnages humains. Mais on y reviendra plus tard. En attendant, tout ce petit monde ne m'a pas l'air bien stressé pour une journée de chasse. Et ça déjà je trouve pas ça hyper réaliste parce qu'on peut voir à un moment un plan, un contre-champ sur une magnifique supercellule qui est déjà sur l'horizon. Et tous ces chasseurs qui sont vraiment très détendus, ça ne colle pas du tout avec la réalité. On ne sera pas en train de siroter un smoothie sous un parasol, il n'y a pas moyen. On se prépare à bouger normalement dans les secondes qui viennent, vu la supercellule qui arrive avec déjà de la foudre sur l'horizon. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est vraiment le pire endroit en fait pour attendre les orages, quoi. En général on essaye quand même de se mettre sur un point de vue histoire de voir l'horizon. Mais en fait d'ici on voit rien, quoi. Il y a des arbres tout autour. C'est vraiment le pire spot. Chasseur d'orage en carton. Là. Excellent. Joe, we got major action. The NSSL says the cap is breaking. Tower's going up 30 miles off the dry line. Tellement en carton qu'il faut attendre de recevoir un coup de fil pour savoir qu'il est temps de partir en chasse. Vous aviez pas un radar pour voir venir les orages? Et l'énorme supercellule sur l'horizon, c'était pas suffisant comme indice? Pas très étonnant qu'ils roulent comme des cons après ça pour rattraper leur retard. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous on fait quand même nettement moins les fous sur la route. Bon, là non plus j'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple. Mais nous au moins, on va pas jusqu'à organiser des courses de stock car, comme à l'arrivée si subtile des méchants. C'est nous les méchants! Jonas, son of a bitch. Est-ce que vous reconnaissez ce café? Non, je parle pas de cette chose dégueulasse, hein. Je parle de ceci, qui n'est pas forcément en meilleur état, on est d'accord. Mais ce que vous voyez ici, c'est le sol du café qu'on voit apparaître dans le début du film Twister, au moment où les deux équipes de chasseurs de tornades, les gentils et les méchants, viennent un petit peu s'affronter parce que Bill a reconnu Jonas, le méchant qui lui a volé son idée de Dorothy et de ses petites sondes qui vont s'envoler dans les airs. Attendez, mais c'est Twister ou Fight Club qu'on regarde? Des rivalités, il en existe certainement entre quelques chasseurs photographes pleins d'ego qui vont vouloir obtenir la vidéo la plus folle, et donc souvent la plus proche d'une tornade en action, que ce soit pour les sensations procurées ou pour les vues YouTube assurées. Ils s'en sont avancés devant nous du coup. Un concours de kiki si vous me permettez l'expression.
Mais j'ai encore jamais vu 2 chasseurs s'étriper à la station-service, et encore moins des mecs du laboratoire national des orages dégonfler les pneus de gars de l'université de l'Illinois. Parmi les différentes équipes scientifiques sur le terrain, arriver à des trouvailles majeures avant les autres permet certainement de garantir des fonds nécessaires à la poursuite des recherches. Ça n'empêche qu'on partage tous la même passion et les mêmes envies, alors dans la grosse majorité des cas, c'est la collaboration et le partage qui priment. Bref, l'ambiance est rarement délétère, à moins de quelques histoires extra-orageuses. 2 lemonades to go, please. Le café, c'est aussi la scène de la confrontation entre Joe et la nouvelle femme de Bill. Et c'est là qu'il y a une discussion un petit peu tendue sur, bien sûr, l'objet de leur convoitise à toutes les deux, même si Joe ne se l'avoue pas encore, mais on sait très bien comment les choses vont se terminer à ce niveau-là. Et donc en fait, ce café, il avait été construit spécialement pour le film, et puis il a été détruit après. La fameuse magie du cinéma, même si je trouve qu'il était assez mignon, ce café, mais c'est vrai qu'on est vraiment au milieu de nulle part, donc il faut reconnaître qu'il servirait à rien, quoi. En revanche, ce qui reste un petit peu plus présent ici, c'est le garage juste en face de la route. Le garage auquel Bill fait réparer son pneu crevé suite à un petit écart dans le fossé là, à cause des méchants, toujours eux, hein, les salauds. Bon alors il a plus trop de gueule hein, le garage maintenant, mais il est toujours là, il existe, il est vrai. La petite maison est toujours là aussi, on l'aperçoit dans le film, il y a un peu plus d'arbres maintenant. Et puis du coup, cet endroit, c'est aussi l'endroit où Bill va commencer un peu à regarder le ciel parce qu'il sait qu'on est sur une grosse situ. Et il va vouloir sentir un petit peu ce qui va se passer. So you're telling me that Billy knows what a storm is thinking? Something like that. Come. On se sent parfois habité d'un petit 6e sens qui a tendance à nous faire sentir arriver les orages, alors que dans les faits, je pense qu'on peut plutôt parler d'expérience et de compréhension de phénomènes physiques. Il faut redescendre un peu les pieds sur terre quand même. Vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de l'approche mystique et instinctive du chasseur de tornades. On n'a peut-être pas tous le regard aussi ténébreux que Bill Paxton, mais de manière plus réaliste, on a tous des cartes météo à disposition ou des souvenirs de situations analogues à aller chercher dans le fond du cerveau. Going green. Oui, et puis quand le ciel devient vert, ça veut dire qu'il y a déjà une supercellule à moins de 10 bornes. Alors merci Bill, mais t'as pas révolutionné la prévision. Non franchement, lâcher de la poussière dans le vent, ça fera pas beaucoup plus que salir vos baskets. Et au fait, il y avait pas déjà une méga supercellule tout à l'heure? Elle est passée où pendant tout ce temps? Et bah voilà, c'est bien ce que je pensais, on est encore à la bourre. D'autant que cette fois-ci c'est du sérieux, on va enfin rencontrer le dernier personnage du film. Oh, nothing. I was just wondering if we're gonna chase this tornado or if you just want to catch the next one. Shit! Bon bien voilà, on a enfin notre première tornade du film. On a Bill et Joe qui sont à fond dans le pick-up, qui essayent de poursuivre cette tornade qui danse sur l'horizon, exactement ici, donc dans le centre de l'Oklahoma. Et le but c'est bien sûr de se positionner sur la trajectoire de la tornade pour lâcher les sondes dans la tornade avec Dorothy. Donc ça se bat un peu dans la voiture pour essayer de choisir la meilleure route. Go in there, hurry! Et quoi de plus malin que de foncer sur un chemin de terre parallèle à la route principale. Ah oui, ça permet à la voiture caméra de faire des super travelling. N'empêche que pendant ce temps-là, la tornade a changé de direction et menace désormais nos deux personnages, les plaçant dans une situation de panique qu'on aurait peut-être pu éviter en restant sur une route correcte. Le choix qui va être fait, c'est de jeter la voiture sous un pont en bois qui fait le lien entre la route principale et les champs, et en fait c'est l'endroit où on se situe. Il ne reste rien du fameux petit pont en bois, mais il était bien construit ici, c'est là qu'il y avait ce vieux tracteur posé à côté, et c'est là que donc vont venir tenter de s'abriter les deux héros. Il y avait effectivement dans les années 90 ce mythe comme quoi en cas de tornade violente, il fallait essayer de s'abriter sous un pont. C'était le cas surtout sous les ponts d'autoroute, les gens faisaient ça parfois. Et maintenant avec le recul on sait qu'en fait c'est d'autant plus dangereux. Le vent est compressé et il s'engouffre de manière encore plus violente sous les ponts. Donc surtout ne faites pas ça si vous vous retrouvez face à une EF5. Une demi-heure de film et on se fait déjà des sacrées frayeurs. Ça a l'air vachement dangereux la chasse aux tornades, non?
C'est même vendu dans le film comme un argument en faveur de cette belle passion. Et même si je m'inscris en tant qu'éternel prudent, je ne peux nier que l'adrénaline est un carburant au moins aussi important que le sans-plomb chez la plupart des chasseurs. Alors pour ajouter au danger, les tornades du film en viennent carrément à rugir comme des monstres pourtant sans tête. Des cris d'horreur reconstitués à base de gémissements de chameaux ralentis au montage. Ou selon certaines sources, en mixant des rugissements de tigres et de lions. Et ça serait pas très surprenant de la part de Jan de Bont, le réalisateur, qui fut directeur de la photo sur le film Roar dans les années 70, mettant en scène des dizaines de fauves pas hyper coopératifs. Et là je parle pas du scénario du film, je vous parle du tournage, où plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, dont Jan de Bont lui-même, qui s'est pris une sacrée tarte sur le crâne par un lion. Ce qui ne l'a pas empêché de retourner à son poste sur le plateau après ses 200 points de suture. Un tournage reconnu par beaucoup comme le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Donc je pense pouvoir dire que Jan, il s'y connaît pas mal en mise en scène du danger. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi il n'a pas ménagé ses acteurs. Rien que lors de cette scène, Helen Hunt et Bill Paxton ont mangé de la poussière et ont pataugé dans la boue pendant des heures. Résultat, une conjonctivite pour Helen et des vaccins contre l'hépatite pour tout le monde. Mais ça, c'était que le début. No way. Le tournage de Twister a eu lieu en pleine saison tornadique, justement pour profiter de ciels potentiellement chaotiques. Manque de chance, quand le plateau n'était pas rendu hyper dangereux par les orages en question, le reste du temps c'était un grand soleil qui inondait les champs. À tel point que le directeur de la photographie a dû sortir les méga projecteurs pour éclairer au maximum les comédiens, histoire de pouvoir assombrir artificiellement les arrière-plans. Mais évidemment, avec 4 spots de 16 000 watts dans les yeux, Bill et Helen se sont fait littéralement cramer les rétines et ont dû vivre plusieurs semaines partiellement aveuglés. Et c'est pas fini. Les acteurs ont aussi passé leur temps à prendre des débris dans la face, projetés par d'immenses ventilateurs, voire même par un ou deux réacteurs de Boeing 707 montés sur un semi-remorque. Et en plus des branches et des morceaux de maison, il a fallu encaisser la glace pilée balancée depuis les mêmes camions. Bon, ça ressemblait plus à des glaçons qu'on met dans le burrito qu'à des grêlons, mais c'était sûrement pas très agréable sur le visage. Bref, les comédiens ont été plus abîmés en 4 mois de tournage que moi en 20 ans de chasse. On peut en déduire que chasser les tornades, c'est moins dangereux que faire du cinéma. Il faut dire que les tornades du film sont particulièrement joueuses. Elles vont même parfois de pair. C'est vraiment possible ça? Pour le coup, j'ai déjà pu l'observer moi-même en 2016 dans le Kansas. Une tornade principale agrémentée d'un voire 2 autres tourbillons, bien plus faibles. Allez, on pose. 2 tornades. Le meilleur exemple de tornade jumelle reste l'épisode de Pilger dans le Nebraska en juin 2014. Oh my god! Oh my god! 2 monstres s'étaient côtoyés pendant de longues minutes, mais notez comme elles étaient espacées de plusieurs kilomètres, car chacune dépendante de leur propre mésocyclone. Les situations où 2 tornades distinctes finissent par se rejoindre restent extrêmement rares. Parfois, une seule et même tornade peut se décomposer en plusieurs rotations imbriquées, on appelle ça une tornade multivortex. Mais on voit très bien que l'ensemble reste associé à une seule circulation principale dans le nuage. Alors des tornades qui se scindent en 2 tourbillons indépendants puis tournent l'une autour de l'autre comme dans le film, c'est pas hyper réaliste. Ah bah au moins, on est d'accord là-dessus. Et quid des vaches volantes maintenant? De nombreux témoignages font état de bétail retrouvé à plusieurs kilomètres par leurs propriétaires suite au passage de tornades significatives. Une escapade qui pourrait tout aussi bien s'expliquer par la rupture des clôtures et par la fuite des bêtes paniquées dans ces conditions extrêmes. Autant dire que je suis longtemps resté sceptique vis-à-vis de ces flying cows, que j'associais surtout à un gimmick de film parfait pour vendre des t-shirts à la pelle. Puis en 2018, Red Timmer nous a sorti cette vidéo. Des images incroyables de ce qui ressemble fortement à des bovins transportés à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et il s'avère que le phénomène avait déjà été capturé également en 2012 dans le Kansas. Je crois qu'on peut donc dire sans sourciller que les vaches volent, du moins avec un peu d'aide.
Bref, au final, qu'est-ce qui est le plus improbable? Des vaches volantes ou avoir du réseau téléphonique au fin fond de l'Oklahoma en 96? Yes? Julia, I can't talk to you right now. En parlant d'endroits reculés, il y a une petite ville qui ne s'attendait pas forcément à voir son nom marqué en gras sur la carte. Petit quartier résidentiel de la non moins petite ville de Ouachita dans le nord de l'Oklahoma. Nous sommes ici juste devant la maison de Tante Meg. Oui, non, bah du coup il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de maison parce que comme vous le savez, elle a été détruite pendant le film. Comme vous le voyez, rien n'a été reconstruit depuis. C'est une parcelle qui est restée un petit peu en mode sanctuaire. Il y a juste ce petit panneau là qui nous montre l'adresse de Tante Meg et puis une petite photo avant-après. Enfin, avant parce que c'était une maison qui était en très mauvais état finalement avant le tournage du film. Et la production, la Warner Bros, l'a remise en état pour qu'elle ressemble à quelque chose dans le film. Pour qu'on ait l'impression que Tante Meg vive une petite vie paisible ici et que cette maison soit très accueillante pour nos amis chasseurs de tornades. Billy! Meg! Ah, cette formidable habitude de crier le nom des personnages quand on se rencontre pour la première fois. Au moins, cette pause déj chez Tante Meg va permettre de faire parler nos chasseurs et d'énumérer quelques poncifs du monde des orages. Allez, on se fait une session éclair. Ça c'est vrai. Yeah, I like getting hit by lightning once, you know, see what it's like. Ouais, on est d'accord. Well, as a scientist, can you actually predict tornadoes now? Well, no, they are very, very unpredictable. Plutôt vrai, même 28 ans plus tard. Alors non, ça par contre c'est dégueu, je déconseille fortement. Et sauf que là, j'ai envie de pousser une petite gueulante contre le film, parce que dans aucune vie, dans aucune dimension, des chasseurs de tornades décideraient de s'arrêter en plein cœur d'une journée exceptionnelle pour aller se faire un festin de steak et de purée de pommes de terre par kilo. Sur une journée aussi exceptionnelle que celle qu'ils sont en train de vivre, on est sous pression déjà depuis plusieurs jours puisqu'on observe les modèles, et le jour même, on est consacré 100% à la chasse. Donc le festin au milieu de la journée de chasse, c'est non. C'est niette, c'est négatif, je m'inscris en faux, ce n'est pas possible. Voilà, terminé. C'est vrai ça, c'est un peu comme si je faisais une pause bouffe au milieu de cette vidéo et que je sortais la suite 2 semaines plus tard.